Bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler d'écologie aujourd'hui. Je suis dans un secteur, la culture, où on a une tentation pour le recyclage qui est bien connue et qu'on nous reproche souvent. Je ne vais pas vous parler non plus nécessairement d'innovation dans la culture, mais plutôt de culture de l'innovation et de sa composante universelle, on va dire, qui nous touche tous et qui est le changement. Hier soir, en regardant mon téléphone et mon ordinateur, j'ai une inquiétude qui a commencé à monter progressivement parce qu'on m'a informé que notre société allait migrer de serveurs de messagerie et qu'il fallait donc faire un certain nombre de choses de manière à pouvoir continuer à recevoir des emails. Voilà. Et à ce stade, je ne reçois toujours pas d'emails, donc ça n'a pas marché. Donc vous voyez, ça c'est typiquement la caractéristique d'un changement qui s'impose à vous et contre lequel vous ne pouvez pas grand-chose et qui vous place en position un peu de victime. Je crois que le secteur, ou plus exactement la caractéristique de la mutation numérique, c'est de faire arriver de manière très rapide un certain nombre d'acteurs nouveaux qui viennent disrupter de manière très profonde la manière dont les modèles d'affaires s'organisent auprès d'entreprises installées depuis assez longtemps. Et cette manière de faire, elle suit un schéma qui est un peu toujours le même et qui est finalement, qui peut se transposer de secteurs très différents, que ce soit évidemment la musique qui était une des premières à être impactée, mais aussi l'assurance ou la santé, etc. On pourrait imaginer que des secteurs qui ont dans leur cœur des caractéristiques de création, de relations avec les clients, etc., seraient moins impactés. On s'aperçoit qu'il n'en est rien. Par exemple, le secteur culturel, qui est un secteur de création, où on valorise la prise de risque, où chaque nouveau produit est un prototype, et bien finalement, sur ces domaines-là de la relation au consommateur, sur la digitalisation de notre modèle d'affaires, on est assez traditionnaliste, voire même en refus. De la même manière, je lisais ce matin l'interview de Sébastien Bazin, PDG d'Accor. Je l'ai d'ailleurs tweeté sur mon compte parce qu'elle était assez honnête sur le manque de réaction dans son ensemble du secteur hôtelier, qui est pourtant un expert de la relation consommateur, lorsqu'ils ont vu arriver des nouveaux intermédiaires comme Booking.com ou Expedia. Donc, ça montre bien qu'il y a un schéma en fait assez universel qui s'impose à nous lorsqu'on est confronté comme ça à un changement venu de l'extérieur. Et ce schéma, en fait, il est assez inhérent à la nature humaine, puisque finalement, ce qui crée une société, je ne parle même pas d'une entreprise, d'une société dans son ensemble, c'est une certaine résistance au changement. Une société existe, le ciment de la société, c'est finalement l'habitude, ou le rituel, ou la routine, on peut l'appeler comme on veut. Et ces valeurs-là, quand elles sont dans un environnement stable, fonctionnent bien. Quand il y a une rupture qui arrive, tout à coup, on n'arrive plus à s'adapter. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Quand on parle d'innovation, on mélange généralement deux concepts qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. D'un côté, l'innovation d'amélioration, de l'autre côté, l'innovation de rupture. L'innovation d'amélioration, tout le monde fait ça très bien. Et c'est généralement bien organisé, c'est de l'ordre des services de recherche et développement, il y a du prototypage, de la mise en chantier, etc. On sait faire ça correctement. Il y a un défaut à ça, c'est que généralement, les entreprises qui font ça sont dans une montée en gamme permanente qui, à un moment donné, oublie en fait les besoins des consommateurs et continue à essayer d'augmenter la qualité de ce qu'ils proposent sans se préoccuper de la mutation des demandes des consommateurs finaux. On peut donner des exemples. Kodak, évidemment, qui a, je vous le rappelle, inventé la photographie numérique, mais qui à l'époque se percevait plutôt comme un chimiste qui était dans la recherche de l'émulsion la plus fine possible, de manière à donner la meilleure qualité d'image possible. Alors même que ce que les gens voulaient, c'était de moins en moins ça. Ce qu'ils voulaient, c'était des solutions pour pouvoir garder finalement leur mémoire visuelle, photographique, de manière plus simple. Et lorsque un de leurs ingénieurs vient avec le premier prototype de photographie numérique, ils le mettent sur une étagère parce qu'ils disent « c'est pas pour nous, on ne sait pas faire ». Ou plus exactement, la qualité n'est pas suffisante. De la même manière, dans mon secteur, par exemple dans le secteur vidéo, le Blu-ray, quand il est arrivé pour apporter une réponse à la stagnation, voire la baisse du DVD, était dans cette même démarche de dire « ok, on va proposer une qualité d'image supérieure aux gens, c'est ce qu'ils veulent ».
Eh bien non, en fait. À cette époque-là, déjà, le Netflix commençait à arriver et on ne s'est pas aperçu que ce que voulaient les gens avant tout, c'était la portabilité, c'est-à-dire la capacité à regarder les mêmes contenus sur différents écrans. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est marrant de noter que le Blu-ray est moins disant que le DVD, puisque le DVD, à l'époque, on pouvait encore le regarder sur un PC, on peut de moins en moins, ils sont de moins en moins équipés de lecteurs maintenant, et le Blu-ray, on ne pouvait pas. Vous voyez, donc, cette notion de métier, elle devient questionnée en fait par l'innovation de rupture. C'est-à-dire que des entreprises qui se définissent par un cœur de métier très fort, comme par exemple le luxe, etc., ou la culture, où je suis, sont particulièrement vulnérables par rapport à ça. Là où la légitimité est liée à l'expertise, eh bien on s'aperçoit que l'expertise, dans des domaines où il y a des déstabilisations très profondes, elle vient freiner en fait la capacité à changer et à s'adapter. C'est quelque chose que j'ai découvert de manière empirique. Dans le cadre de ma carrière, je suis passé de la télévision à la musique, de la musique aux cosmétiques chez L'Oréal, et de cosmétiques ensuite au cinéma, il y a 6 ans. Et je me suis aperçu, lors de ces changements successifs, que c'est finalement en fait, ce besoin en fait, de devoir apprendre à chaque fois les règles de fonctionnement d'un nouveau secteur qui m'ont permis d'apporter des réponses différentes de celles qui étaient auparavant proposées par les experts en place. Et donc, j'aurais tendance à dire, l'approche à avoir pour gérer en fait, le changement et l'innovation va se placer en fait, dans notre capacité à faire entrer des candides, des gens qui ne savent pas et qui sont dans une posture d'apprenant et pas dans une posture de sachant. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est cette capacité à changer de posture, à redevenir un élève, à accepter de descendre de son trône pour pouvoir regagner en fait, des galons dans un nouveau monde. C'est cette posture-là qui va permettre de s'en sortir dans les années à venir. Et donc, moi je suis trop vieux aujourd'hui pour être un digital native, j'ai plutôt envie de me considérer comme un digital naïve, c'est-à-dire de garder en permanence la capacité à poser des questions plutôt qu'à avoir des réponses toutes faites. Voilà, donc ça ne m'explique pas comment je vais retrouver mes mails, mais au moins j'espère que ça vous aura inspiré.